Chers auditeurs, vous écoutez le 68e entretien rivarolien enregistré en septembre 2025. Le mois de septembre est dédié à l'exaltation de la Sainte Croix et à Notre-Dame des Sept Douleurs. Je suis en présence du directeur de Rivarol, monsieur Jérôme Bourbon. Bonjour à vous. Bonsoir Florian, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver. En guise de premier sujet, donc entamons-le, à savoir ce dont vous aviez parlé, et vous allez même sans doute encore parler dans vos éditoriaux, avec l'actualité politique française, notamment ce changement de gouvernement, cette succession politique. Qu'est-ce qu'il en est autour de François Bayrou et de toutes les réactions? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Eh bien, Sébastien Lecornu, dont on va dire un mot, est le 7e Premier ministre de Macron. Il n'y a que François Mitterrand qui avait eu 7 Premiers ministres, et lui sur 14 ans. Là, on est à 8 ans et demi de présidence. On connaît les liens très étroits entre Sébastien Lecornu et Macron. Ça me fait penser un petit peu aux liens très étroits qu'il y avait lorsque François Mitterrand, vous êtes un peu trop jeune pour vous en souvenir, moi je m'en souviens encore, quand il avait nommé Edith Cresson en 1991. On avait dit Edith Cresson à Matignon en 1991, qui a été d'ailleurs rejeté par mal de socialistes. On disait c'est Mitterrand à Matignon, il s'était fait plaisir en quelque sorte avant la fin de son second septennat, même si elle avait été objectivement un Premier ministre catastrophique, qui d'ailleurs est resté moins d'un an. Et en fait, on a l'impression qu'effectivement, Macron tire sa dernière cartouche, son dernier fusible, avec Sébastien Lecornu. On sait d'ailleurs qu'il voulait le nommer déjà il y a 9 mois à la place de Bayrou. Il a même pensé à lui avant de nommer Barnier. Et on sait que Bayrou avait fait le forcing dans son palais à l'Élysée pour justement obtenir ce poste de Premier ministre, où il a été quand même un piètre chef du gouvernement, très brouillon, très maladroit. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'affaire Betaram contre lui, avec quand même une certaine injustice là pour le coup, qu'il a sans doute beaucoup occupé et beaucoup marri, mais il ne reste pas moins que il a été assez catastrophique, parce que rien ne l'obligeait à demander ce vote de confiance à l'Assemblée à la rentrée. Et il est allé voir au Fort de Brégançon Macron le 21 août, quelques jours avant qu'il annonce dans une conférence de presse ce vote de confiance. Enfin, jamais dans l'histoire de la Ve République, un gouvernement n'a sollicité un vote de confiance quand il n'y a pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça n'a aucun sens, quoi. Bon, c'était vraiment une forme de suicide politique, dont on apprendra peut-être un jour les véritables raisons. Je pense que Macron le laissait faire, parce que de toute façon, on l'a lu dans les gazettes, en fait, leur relation n'était pas si bonne que ça, et lui, il voulait mettre Lecornu de toute façon, donc je pense qu'il a profité de l'occasion pour s'en débarrasser. Je pense qu'il n'était pas mécontent. D'ailleurs, on remarquerait qu'il a remplacé en moins de 24 heures, il n'a même pas fait d'allocution télévisée cette fois-ci. Et Lecornu, c'est très intéressant parce que il a que 39 ans, c'est un politicien du plus jeune âge. Il était assistant parlementaire à 19 ans, maire à 27, président du Conseil général à 28 ou 29 de l'heure. Donc il a eu une carrière extrêmement précoce. Et c'est intéressant parce que à 16 ans, il l'a reconnu lui-même, il voulait être moine bénédictin. Et on le dit, Fanamili, il connaît un peu tout sur l'armée, sur les grades militaires, sur tout ça. Donc a priori, il a plutôt, du moins d'origine, une sensibilité plutôt de droite, plutôt conservatrice, et en réalité il sert Macron. C'est ça qui est impressionnant. Et en fait c'est un peu le drame, si vous voulez, de ces gens qui ont a priori plutôt une sensibilité de droite, puisque on leur reproche même maintenant, au moment de l'adoption du mariage pour tous, d'avoir dit qu'il était exaspéré par le communautarisme gay, etc. Bon, d'être contre la PMA, la LGPA. Alors depuis il avait évolué, qu'il avait cheminé, je crois, sur la question comme beaucoup. Mais en fait c'est ça qui est dramatique, c'est que ce qui nous tue, ça je crois qu'il faut vraiment y réfléchir, c'est quand même le carriérisme. Parce que combien de gens, moi j'en ai connu, on a parlé de gens de jeunes catholiques traditionnalistes, qui arrivaient à Saint-Cyr par exemple, avec le chapelet dans la poche, et finissent par servir la République après, ils veulent qu'être colonel, puis général. Moi j'en ai connu, y compris des gens de la famille de chefs nationalistes bien connus. Bon voilà, je dirais le nom par discrétion, mais c'est impressionnant si vous voulez. Et ils finissent par devenir républicains, et par servir des francs-maçons, enfin, servir l'OTAN, servir vraiment l'anti-France, quoi. Alors qu'au départ, ils sont certainement sincères dans leurs convictions, mais finalement, la carrière, le carriérisme fait que finalement, on finit par tout avaler, quoi. Et il ne faut pas sous-estimer la capacité de la République à digérer ce genre de choses. Bernanos le dénonçait déjà sur la Troisième République avec la grande peur des bien-pensants, où il dénonçait justement ces catholiques, ces conservateurs qui ne se conservaient rien, sinon leur carrière, leurs avantages, et encore pas toujours, et qui finalement finissaient par tout céder. On le voit, regardez tous les gens qui ont milité en général sincèrement, a priori, contre le mariage pour tous.
auparavant contre le Pax en 1999, bon bah maintenant ils ont avalé l'affaire. Christiane Taubira, le garde des Sceaux de l'époque, qui était à l'origine de cela, s'était félicité au moment des 10 Hollande, s'était félicité en 2023 au moment des 10 ans du mariage pour tous, que, je cite, la société avait digéré le mariage pour tous. Et malheureusement c'est vrai, y compris le Pax, le nombre de gens qui se paxent maintenant, bon voilà. Donc, le conservateur, c'est un peu la gauche en digestion, la gauche d'hier en digestion. C'est ça. Ils conservent ce qui a eu lieu il y a 5 ans. Et donc c'est intéressant, et oui, comme quelqu'un qui a pu penser à la vocation, alors vous me direz, moine bénédictin, c'était sans doute dans l'église conciliaire, mais malgré tout, à notre époque, à 16 ans, ça prouve quand même une certaine soif d'absoluité, à un moment donné, quand même, etc. Bon, voilà, a priori, une certaine sincérité, si tant est que ce soit vrai, bon, a priori, il semble que ce soit le cas. Bon, et donc, vous voyez, on arrive, vous me direz, c'est pas parce qu'on est clair ou religieux que forcément on absente tout carriérisme, toute pensée humaine, toute ambition. Je veux dire, quand on connaît un peu les milieux religieux ecclésiastiques, malheureusement, c'est pas toujours reluisant. L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Quand il y a des saints, c'est magnifique, mais vous avez aussi des gens qui peuvent très mal se comporter. Ça, c'est notre question. Mais en l'occurrence, d'ailleurs, Sainte Bernadette disait toujours, lorsque les Prussiens arrivaient en France, avaient pris un certain nombre de villes et tout ça, on lui disait, vous n'avez pas peur des Prussiens, tout ça, et elle était restée très calme. Elle disait, la seule chose dont j'ai peur, c'est les mauvais catholiques, finalement. Et c'est vrai que ça avait beaucoup de mal. Bah oui, des catholiques qui se comportent mal, a fortiori s'ils sont clairs, ça fait des catastrophes. Par exemple, un prêtre pédophile, vous imaginez le mal que ça fait à l'Église, à la religion, au bon Dieu, et bien sûr, le bon Dieu au-dessus de tout ça, mais malgré tout, voilà, ça peut amener des gens en enfer, je veux dire, à commencer par lui d'ailleurs. Mais disons qu'il y a des victimes qui prennent la foi, des gens qui se scandalisent. Moi, je connais en Irlande, il y a beaucoup de cas comme ça, il y a des gens, ils n'osent même plus mettre leur enfant au catéchisme à cause de ça, je veux dire, et quelque part, on les comprend un peu. On me dirait, si c'est un catéchisme conciliaire, je veux dire, de toute façon, ça vaut rien, voilà, c'est un catéchisme arc-en-ciel, quand on y reviendra de toute façon sur tout ça. Disons que Sébastien Lecornu, voilà, c'est intéressant parce qu'il vient de LR et c'est plutôt un prototype a priori, d'après ce qu'on en sait, assez conservateur. À ma connaissance, il n'est pas homosexuel, il est marié, il a eu un enfant l'année dernière. Donc, si vous voulez, a priori, c'est pas a priori, dans ce que l'on sait, on pourrait penser que c'est pas le profil de la Macronie. Et ça qui est intéressant de voir que finalement, combien de conservateurs finalement finissent à adhérer à Macron parce que c'est le chef de l'État, c'est le président de la République, il y a les ors des palais, il y a l'ambition. À première vue, il peut ne pas trop mal présenter, alors qu'en réalité, c'est l'horreur, quoi. Je veux dire, c'est l'horreur. L'horreur avec, on a eu la constitutionnalisation du droit à l'avortement, on a eu la PMA pour les lesbiennes, on a eu l'euthanasie, l'euthanasie est en cours. C'est horrible, quoi. Sur le plan dit sociétal et moral, c'est abominable. On se rappelle les images avec la fête de la musique à l'Élysée, les tenues qu'il y avait, même un voyage aux Antilles et tout ça. C'est l'horreur d'un point de vue. Ça devrait hérisser le poil d'un vrai conservateur, d'un vrai réactionnaire, dans le bon sens du terme. Et donc ça, je trouve que c'est très intéressant de voir que finalement, et on le voit avec LR, puisque même ceux qui sont censés être les plus à droite de LR, c'est-à-dire Retailleau, Wauquiez et tout ça, finalement, tout ça se fond dans le macronisme, puisqu'ils acceptent d'être ministre de Macron. J'ai entendu Retailleau se féliciter de ce que Lecornu devint Premier ministre. Tous les gens de LR que j'ai entendu, députés, des sénateurs LR, ou des ministres LR sortants, tous se félicitaient de Lecornu, qui est un macroniste pur jus. Donc de même qu'on avait dit qu'Édith Cresson, c'était Mitterrand allé à Matignon, 91, et là on peut dire que Lecornu, c'est Macron en Matignon, parce que en réalité, c'est vraiment son plus fidèle collaborateur, le plus fidèle, inconditionnel du président, très apprécié de Brigitte également. J'ai lu dans les gazettes et tout ça, donc c'est vraiment son dauphin, son plus proche collaborateur. Et alors évidemment, les oppositions, une partie des oppositions en tout cas, ont vu ça comme une provocation, parce que c'est vrai que ce qu'on appelle le bloc central a perdu les élections législatives qu'il avait lui-même organisées à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale l'été 2024, et finalement, il n'a pris que des ministres macronistes comme Bayrou et maintenant Lecornu, ou Brenier qui en était quand même très proche. Et donc c'est vrai que quelque part, ça se moquer du monde, voilà. Mais on voit se reconstituer ce que Jean-Marie Le Pen appelait autrefois l'UMPS, c'est-à-dire ou la bande des quatre. Parce qu'en réalité, finalement, on voit que de Retailleau jusqu'au socialiste, c'est peut-être un peu au-delà. On voit que finalement, le système droite-gauche, d'accord, et il est possible qu'il y arrive. Parce que d'un côté, on peut se dire,
si Barnier a échoué, alors qu'il était le négociateur du Brexit pour l'Union européenne et qu'on vantait ses qualités de diplomatie, si Bayrou a échoué, dont on disait pourtant que le Béarnais lui aussi était homme de compromis, voire de compromission, eh bien, en réalité, si on a échoué, le Cornu devrait échouer. C'est vrai qu'il y a une logique à penser ça, mais d'un autre côté, il faut voir aussi qu'il a quand même une carte maîtresse, c'est que aucun des partis politiques, à part le Rassemblement National, aucun n'a intérêt à une dissolution. Parce qu'il est évident, les sondages le démontrent, il reviendrait moins nombreux qu'ils ne le sont, à commencer par le bloc central et même la gauche. La gauche maintenant elle est divisée, donc il pourrait plus difficilement faire une union entre les mélenchonistes et le Parti Socialiste dès le premier tour, comme il l'avait fait d'abord avec la NUPES en 2022, puis en 2024 avec le nouveau Front Populaire. Ils sont vraiment, c'est la haine entre eux en ce moment. Bon, donc il y a ça, le bloc central est encore évidemment encore plus discrédité et diminué, et quant aux républicains, Retailleau, ils sont seuls sans alliés officiels, enfin ils pèsent quand même assez peu, 10, 12, 13% maximum, ils n'ont aucun intérêt également un retour aux urnes, et les socialistes pas davantage. Par conséquent, il n'est pas impossible, on verra, hein, tout est possible, hein, mais il n'est pas impossible qu'ils puissent arriver à trouver un modus vivendi, parce qu'en fait finalement, ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir un budget pour 2026, de tenir jusqu'aux municipales qui ont lieu en mars, et après finalement, la campagne présidentielle elle commence, hein, elle dure un an, après je dirais que c'est quasiment gagné, c'est les quelques mois qui viennent, c'est les 6 mois qui viennent qui sont un peu difficiles, mais après, d'autant plus qu'on a vu hier, le mercredi 10 septembre, on a vu les blocages, finalement ça fait pchit, hein, puisque je crois qu'il y avait 80 000 policiers et gendarmes qui étaient déployés sur toute la France par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et il y avait je crois 165 000 ou 75 000 manifestants, c'est-à-dire un policier pour 2 manifestants. Hein. Donc voilà, donc on n'est pas du tout au niveau même de la première journée des Gilets jaunes le 17 novembre 2018, ou même ce qu'on avait vu plus récemment avec la réforme des retraites, etc., la mobilisation contre. Alors on verra le 18 septembre ce qui se passe au niveau des syndicats, mais pour l'instant ça fait pchit. Alors il est vrai qu'à un retour de vacances, en pleine rentrée scolaire, les gens ont peut-être d'autres choses à faire. Les Gilets jaunes, rappelez-vous, c'était quand même plutôt mi-novembre, novembre-décembre, et même les grandes grèves, rappelez-vous également l'année de votre naissance, vous avez 5 ans, en 95, c'était aussi novembre, je me rappelle très bien, c'était en novembre-décembre 95, donc c'est plutôt, voyez, en fin d'année que les gens commencent à être un petit peu davantage mobilisés, remontés, etc. Mais là, tout de suite à la rentrée, c'est vrai qu'on a les soucis de la rentrée scolaire, de la rentrée professionnelle, il y a beaucoup de choses à penser, je pense que ça joue aussi. Après, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui finalement se sont rendus compte, malheureusement, que les Gilets jaunes, ça n'avait rien donné, malgré des mobilisations massives, hein, finalement, ça n'a rien changé, hein, ils n'ont rien obtenu, finalement. Donc je pense aussi qu'il y a une forme peut-être de désespérance, ou en tous les cas de résignation. Ça c'est tout à fait possible aussi. Puis il y a aussi peut-être le fait aussi qu'on a vu quand même assez vite, pas forcément le cas dès le départ sur les réseaux sociaux, mais on a vu assez vite la coloration que prenait le mouvement, qui était vraiment récupérée par l'ultra-gauche, la gauche et l'ultra-gauche, et d'ailleurs les surtout dans les grandes villes, et surtout dans les grandes villes, c'est surtout dans les grandes villes que ça a eu lieu d'ailleurs, les manifestations et le blocage, et dans les personnes qui étaient interrogées ou qu'on voyait à la manifestation, elles se réclamaient de l'écologie, du social, etc. Enfin c'était quand même vraiment... C'est à l'image du pays en même temps, malheureusement. C'est vrai, mais c'était quand même sur vision très à gauche. Mais c'était très récupéré aussi. C'était des gens qui étaient souvent qui travaillaient, j'entendais enfin ceux qui étaient interrogés en tout cas, dans des sociétés environnementales, culturelles, des intervenants du spectacle, etc. Enfin, c'est quand même très connoté, quoi. Je veux dire, voilà, bon. Donc ça n'a pas été comme la France profonde globalement. Hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens sincères et qui n'étaient pas d'ultra-gauche qui ont été, mais dans l'ensemble, c'était quand même très connoté, voilà. Et donc ça a échoué, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le gouvernement et les pouvoirs publics finalement. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas comment les choses évolueront, mais je pense aussi que les gens aujourd'hui, alors les choses peuvent évoluer vite sans doute, mais je pense qu'ils ont quand même une certaine crainte déjà pour leurs économies. Là, on leur fait peur avec la dette astronomique, c'est difficile de trouver un travail, de joindre les deux bouts, etc. Par conséquent, et ils ont vu avec les Gilets jaunes que finalement ça ne donnait rien, que même on pouvait risquer d'être mutilé, d'être énucléé. Bon, voilà, donc c'est sûr que ça, je pense qu'il y a un traumatisme à la suite des Gilets jaunes qui n'est peut-être pas encore tout à fait terminé en fait. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements à tout point de vue dans cette affaire-là, et c'est vrai que finalement, objectivement ça a échoué. Et d'ailleurs c'est le drame aujourd'hui, si vous voulez, je l'ai souvent dit, c'est que finalement, quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez, actuellement tout est verrouillé, tout est bloqué. Le voter ça ne sert à rien, hein, ça conforte même le système, les gens qui n'ont pas compris ça, c'est quand même malheureux, voilà. Mais même aller dans la rue, finalement on en voit les limites finalement, et croire à une insurrection militaire, c'est ne pas avoir compris ce qu'il y a aujourd'hui, quoi, je veux dire, voilà, et sous nos clivats, sous nos latitudes, bon.
Par conséquent, parce que là aussi c'est du carriérisme. Hein. Déjà au moment de l'Algérie française, ils attendaient leur solde à la fin du mois. Hein. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de gens qui ont suivi les partisans de l'Algérie française et voilà, et du putsch. Par conséquent, voilà, donc je ne sais pas ce qui va se passer. C'est sûr qu'il y a une crise politique qui est profonde, mais si vous voulez, la tripartition de l'Assemblée nationale et de la vie politique, elle s'explique aussi par l'hétérogénéité du pays. C'est-à-dire que vous aviez une homogénéité dans le pays, bon, d'accord, il y avait une droite, il y avait une gauche, mais si vous voulez, aujourd'hui, vous n'avez plus d'homogénéité ethnique, socioculturelle, et on voit très bien que, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de commun, si vous voulez, entre l'agriculteur du Gers qui vote RN et le jeune de banlieue, récemment naturalisé français, qui vote LFI. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont à se dire, effectivement? Quels sont leurs intérêts communs, leurs objectifs communs, leur vision du monde commune? Quel est le projet mobilisateur qui peut les unir, les unifier? Ça me paraît compliqué, à part peut-être l'équipe Black Blanc de football, je ne sais pas. Bon, mais si vous voulez, voilà, donc c'est le sport, pas des du pain et des jeux, mais finalement, oui, qui est utilisé d'ailleurs à fond, c'est vrai, mais voilà, le drame est là. C'est-à-dire qu'autrefois, oui, il y aurait des divergences entre la gauche et la droite, mais vous aviez quand même un fonctionnement familial qui était le même, on était mariés, on avait des enfants, des familles hétérosexuelles, et même les écoles de la Troisième République, tout à fait. On connaissait Aristote, Saint Thomas, même si on n'était peut-être pas thomiste. Bon. Tout à fait, mais les gens, si vous voulez, on descendait des Gaulois. Tout à fait, et les gens qui se réclamaient la nation, c'était quelque chose, puis les gens qui se réclamaient le drapeau, la nation, puis les gens qui se réclamaient même d'être athées ou agnostiques, ils étaient souvent, même malgré eux, imprégnés de valeurs chrétiennes, de morale chrétienne. Moi, je me rappelle, dans la famille de ma mère... Parce qu'il y avait un Vatican qui ne faiblissait pas. Qui était pourtant communiste, que leurs enfants divorcent, c'était l'abomination, puis son concubinage, etc. Voilà, et pourtant ils étaient communistes. Mais parce que ça ne se faisait pas, quoi, à l'époque, et tout ça, voilà. Donc, si vous voulez... Un peu chrétien, malgré eux. Oui, même malgré eux. Non, mais l'école du diable, l'école du bon Dieu, il y avait quand même une certaine morale commune. Alors, évidemment, pas sur la question de la religion et du bon Dieu, mais toute la morale naturelle était essentiellement la même. Et d'ailleurs, si n'avait pas été la même, on sait bien que même les gens qui étaient pour la gauche et tout ça auraient mis leurs enfants dans l'école du bon Dieu, parce que ils auraient, si on leur enseigne à l'époque les abominations qu'on leur enseigne maintenant avec le LGBTisme, le transsexualisme, etc., on sait bien que c'était la pornographie, on sait bien que c'est inimaginable à l'époque, voilà, donc c'est bon. Donc la société elle a complètement changé, elle est complètement structurée, fracturée, atomisée, et donc toutes les structures qui l'encadraient ont toutes été extrêmement atteintes, voire anéanties, hein. que ce soit l'Église, que ce soit même une certaine manière l'armée, tous les corps intermédiaires, la famille évidemment, n'en parlons pas. Donc évidemment, si vous voulez, cette tripartition du vote, elle existe. C'est-à-dire que vous avez essentiellement, bon déjà il y a beaucoup d'abstentionnistes, mais dans ceux qui votent, c'est essentiellement la France rurale. Bon, ce que je dis impliquerait des nuances et des distinctions, mais globalement, la France rurale, c'est essentiellement voter. Quand elle vote essentiellement RN. Voilà, hein, c'est très net. Hein, les circonscriptions rurales, c'est même de plus en plus flagrant. Avant, c'était une ligne essentiellement Le Havre, Valence, Perpignan. C'était surtout à l'est que ça votait RN. Et maintenant, c'est aussi l'ouest, hein, de plus en plus. Bon, mais c'est essentiellement rural. Hein, voilà. Alors que dans les villes et les banlieues, c'est soit Macron, soit LFI, quoi. Voilà. Les banlieues, c'est plutôt LFI. Et même maintenant, les centres-villes, je vois à Paris, ça dépend des arrondissements. Hein. Voilà. Donc voilà. Mais si vous voulez, les gens qui votent RN, ils n'ont qu'une raison de changer de vote, et les gens qui votent LFI, ils n'ont qu'une raison de changer de vote, même si on fait 36 dissolutions. C'est pourquoi la situation, elle me paraît bloquée aujourd'hui. Alors après, bon, il faudrait voir en fonction des modes de scrutin, peut-être avec un mode de scrutin proportionnel avec une prime majoritaire, comme au régional, une prime majoritaire de 25%, hein, au second tour, peut-être ça permettrait de dégager une majorité absolue, et encore je ne suis pas certain, il faudrait analyser ça, parce que les différences entre les trois blocs, elles sont pas si importantes que ça. Vous avez un bloc RN qui certes a de l'avance, mais si vous additionnez l'ensemble des gauches, l'extrême gauche, et l'ensemble des centres et des républicains, il n'y a pas des différences si flagrantes que ça. Donc dans le cas d'un second tour, en fonction des désistements, en fonction des circonscriptions, donc c'est très difficile pour un bloc, en l'état, d'avoir ou même d'approcher une majorité absolue. Or, sans majorité absolue, vous ne pouvez pas vraiment gouverner, vous ne pouvez pas appliquer votre programme. Bon, après, encore faudrait-il que les programmes qu'on nous propose soient bons pour la France et les Français. Moi, je n'en vois aucun actuellement, ce qui est d'ailleurs un autre drame aujourd'hui. Bon, mais donc on va voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Les municipales ont lieu en mars prochain, et donc est-ce qu'ils vont arriver à s'entendre sur un budget?
ça n'est pas certain, mais ça n'est pas impossible non plus. Parce qu'encore une fois, si vous voyez leur intérêt électoral immédiat, ils n'ont aucun intérêt à une dissolution, et il est évident que Macron ne démissionnera pas. Je rappelle qu'aucun de ses prédécesseurs, à part Charles de Gaulle en 69, n'a démissionné, même quand il était très malade. Hein. Pompidou avait un cancer, il en est mort le 2 avril 74, il est mort à l'Élysée, hein, il est mort en fonction, si j'ose dire, et Mitterrand, qui était très malade, hein, au point que la dernière année, il ne pouvait même plus se lever, il se levait une fois par semaine au Conseil des ministres, on l'habillait, il souffrait énormément, tout ça, il a voulu rester, parce que jusqu'au bout, parce qu'il voulait finir, clore son second septennat, ce qu'il a fait d'ailleurs, bon voilà, et il est mort quelques mois après, bon, hein, il avait un cancer de la prostate, avec métastase osseuse en phase terminale, hein. Bon, il a tenu jusqu'au bout, hein, voilà, vous voyez le goût du pouvoir, quoi, c'est impressionnant, il voulait terminer son deuxième septennat, ce qu'on n'a pas pu faire de Gaulle, quoi, voilà, et il est le seul à l'avoir fait jusqu'à présent, dans l'histoire de la République, bon, voilà, il y tenait à ça, bon, bien. Donc même la maladie, et même quand ils ont perdu les élections, Mitterrand a perdu les législatives en 86, de nouveau en 93, il n'est pas parti. Chirac a perdu les législatives en 97, hein, c'est Jospin qui est devenu Premier ministre, il n'est pas parti. Donc si vous voulez, et avec De Gaulle, par légitimisme, aussi par orgueil, il faut le reconnaître, hein, c'est que Perfit raconte dans son livre qu'en 65, lorsqu'il a été mis en ballottage, par Mitterrand d'ailleurs, le 5 décembre 65, eh bien, comme il avait fait autour de 45% des voix, il était très content, il pensait être élu dès le premier tour. Et donc il a envie de quitter la compétition par orgueil, quoi. Et c'est Perfit qui, c'est plus Reuser, allez dire, mais non, vous allez gagner, il lui a expliqué statistiquement ce qui était le cas, enfin, Mitterrand fait déjà quand même 45 au deuxième tour, hein, c'est 45-55 au deuxième tour, hein, en 65. C'est-à-dire que déjà en 65, la victoire de la gauche s'inscrit finalement dans le temps long. Hein, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, voilà. Bon. Ce qui prouve d'ailleurs que le gaullisme n'était pas du tout, comment dirais-je, un élément permettant à la gauche de ne jamais arriver au pouvoir, hein, finalement. Il y avait aussi une usure, bon, de toute façon, comme ils avaient donné la culture et l'éducation nationale à la gauche, ils leur avaient laissé, il est évident que c'était inévitable. Notamment communiste. Voilà. Donc il va être intéressant de voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Il y a aussi le cas de Marine Le Pen, puisque vous avez vu que son procès en appel aura lieu du 13 janvier au 12 février prochain, donc très tôt. Donc on peut penser qu'il y aura un jugement en avril ou en mai, au printemps, et donc si, comme on peut le penser, elle sera à nouveau condamnée, elle peut aller en cassation, mais la Cour de cassation a parfaitement le temps de donner un jugement définitif, un arrêt définitif avant la présidentielle, hein. Ça peut être entre 6 mois et 1 an, hein. Donc finalement, elle a voulu avoir un procès d'appel très tôt pour pouvoir se présenter, mais ça double tranchant, parce que s'il est de nouveau condamné, de toute façon, la Cour de cassation, et même s'il n'y a pas une exécution provisoire, la Cour de cassation a le temps de décider, puisque le premier président de la Cour de cassation avait dit que de toute façon, en 6 mois, ça pourrait traiter cette affaire-là, que vu l'importance et l'urgence de l'affaire, il fallait que ce soit traité définitivement avant la présidentielle d'avril 2027. Donc, quelque part, elle s'est peut-être prise des pieds dans le tapis, enfin on verra. Bon, sauf si elle a un jugement plus clément, mais rien ne permet de le penser en l'état. Bon, enfin de toute façon, que ce soit le Bardella, ça ne changera pas grand-chose dans l'affaire, sauf que peut-être Bardella, ne s'appelant pas Le Pen, a peut-être un peu plus de chance pour le second tour, mais on peut penser qu'au second tour, il y aura encore un front républicain. En fait, la seule, à mon avis, hypothèse qui pourrait leur permettre peut-être de gagner, serait de se retrouver face à Mélenchon au deuxième tour, parce que Mélenchon, le lobby juif, lui est tout à fait hostile maintenant, du fait de sa position sur la Palestine, voilà. Mais encore faut-il que Mélenchon soit au deuxième tour. Voilà, ça n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Il faudrait pour ça que le bloc central est vraiment diminué, soit divisé. Bon, ça on ne peut pas savoir ce qui se produira d'ici là. Mais en tout état de cause, je ne vois rien qui soit de nature à améliorer la situation de la France et des Français, car dans tous les domaines, c'est une catastrophe, quoi. Et s'agissant de la dette, on a 3300 milliards de dettes. Macron l'a fortement augmenté avec le Covid, vous savez, c'était quoi qu'il en coûte. Quand on pense que c'était une forme de grippe, en quelque sorte, cette affaire, hein, dont la létalité est extrêmement faible, finalement, on a mis le pays complètement en paralysie, et voilà les conséquences, finalement, puisqu'on a payé des gens à ne rien faire, alors qu'ils ne demandaient qu'à travailler pendant des mois entiers. C'est hallucinant quand on est cette affaire-là, hallucinant. Bon, voilà. Et donc après on nous dit maintenant il faut se serrer la ceinture, il faut rembourser. Et je rappelle quand même que il faut pas oublier que le rôle aussi nocif. Bon, d'abord le fait effectivement que les gouvernements, les pouvoirs publics ont trop dépensé au fil des années. Hein. Ça c'est évident. Ils ont creusé une dette considérable. Mais il y a aussi le fait que depuis 1973 et la loi Pompidou-Rothschild, avant l'État, les gouvernements pouvaient emprunter auprès de la Banque de France sans intérêt.
et sans limite, à la limite. Bon, et puis 73, c'est sur les marchés, c'est privé, donc forcément il y a des intérêts importants. Il faut savoir que le service de la dette, cette année, va devenir le premier budget de l'État. Jusque-là, c'était l'éducation nationale, pendant longtemps avant, ça avait été le budget de la défense, et maintenant, c'est donc le service de la dette. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Voilà. Donc c'est une véritable folie, quoi. Si un chef de famille ou un chef d'entreprise gérait comme ça son foyer ou son entreprise, on dirait au fou. Hein. Mais eux, ils peuvent, et ils osent se représenter aux élections, donner des leçons au monde entier. Voilà, je veux dire, c'est hallucinant. Et là, c'est tous. Hein, voilà. Et faut savoir que le dernier budget à l'équilibre, il date de plus de 50 ans, il date de 1974. Hein. Depuis, ils ont tous été en déficit. Bon, il y a Crémombard qui avait un petit peu essayé de limiter un peu la casse, mais depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, ça a été, on a vidé les caisses, et quand la droite, entre guillemets, est arrivée à son tour, elle fait la même chose. Hein. Par conséquent, c'est un désastre continu, et donc, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. La dette n'est qu'un problème parmi d'autres, hein, parce que vous avez tous les autres problèmes, l'effondrement de l'éducation nationale, de la famille, de la moralité, les violences de plus en plus barbares, le commerce extérieur qui a longtemps été quand même très favorable, qui maintenant vous avez déficitaire, la désindustrialisation de la France, après le fait qu'il y ait quasiment plus en plus d'agriculture, hein, on avait une forte paysannerie pendant longtemps dans notre pays, une forte industrie, la France va à l'encan en fait, hein, va au désastre de plus en plus dans tous les domaines et de manière accélérée. Mais je crois que c'est une erreur de penser que le problème c'est seulement Macron. C'est trop au-delà de Macron. De toute façon, tous les gouvernements sont des pantins de la finance internationale anonyme et vagabonde. Et par conséquent, dérouillez bien, il n'y a pas qu'en France. L'Allemagne est rentrée en récession, l'Espagne n'a pas de budget depuis 2 ans, le Royaume-Uni est menacé par le FMI, bon, d'être mis sur la tutelle du FMI. Et en l'occurrence, vous avez quasiment partout le LGBTisme. Donc c'est pas un phénomène purement français. On voit très bien que c'est mondial, qu'il y a une volonté véritablement de nous détruire l'Occident, de l'extérieur par une immigration de masse, et de l'intérieur par le LGBTisme, par l'avortement de masse, par l'euthanasie de masse, par la pornographie de masse, et c'est ce qu'on voit en permanence, voilà. Donc, et là je vois pas d'issue, si vous voulez, dans ce qui nous est proposé aujourd'hui, quoi. On est dans une situation assez exceptionnelle dans notre histoire, où à vue humaine je vois pas d'issue. Alors vous me direz, l'histoire est le théâtre de l'imprévu, et c'est pourquoi il faut toujours se battre, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais c'est vrai que quelqu'un qui regarde les choses objectivement va être particulièrement optimiste. Et pouvez-vous nous parler aussi de cette condamnation à un an ferme contre Alain Soral pour des propos sur le Covid en France? Alors on a appris le 11 septembre 2025, le 11 septembre, vous voyez, sous un symbole, la condamnation par la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, la condamnation effectivement d'Alain Soral à 1 an de prison ferme et 4 000 € d'amende. Et ce qui me paraît le plus intéressant dans ce jugement, c'est le fait que il est précisé par le tribunal que cette condamnation à 1 an de prison ferme devra être exécutée sans aménagement de peine. Vous savez que en principe, comme si ce n'est pas une obligation, jusqu'à 2 ans de prison ferme, jusqu'à 2 ans inclus, en général, on a ce qu'on appelle un aménagement de peine qui peut être soit le bracelet électronique, soit la semi-liberté, c'est-à-dire que on va en prison la nuit mais pas le jour, ou en fin de semaine, ou en semaine mais pas en fin de semaine, ou etc. Bon, voilà. Soit des travaux d'intérêt général. Voilà. Là, ça veut dire que ce sera forcément la prison, hein, pendant 1 an. Si toutefois il y va, parce qu'effectivement il est en Suisse, donc qu'est-ce que fera la Suisse? Il y a des possibilités d'appel, mais disons que j'ai constaté que des tribunaux, même récemment, ont condamné à 1 an ou 2 ans de prison des gens présents pour agression sexuelle. Je me rappelle notamment assez récemment Dominique Boutonnat, qui était le président du Centre national du cinéma, parce qu'il avait agressé sexuellement son filleul. Hein, donc c'est une agression sexuelle et en même temps au sein de la famille, quoi. Enfin, son filleul, voilà. Eh bien, il a le droit du bracelet électronique, quoi. Il n'a pas 27 jours de prison, voilà, pour une agression sexuelle. Vous avez dans des affaires politico-financières quand même assez graves, comme Sarkozy ou d'autres et tout ça, ou d'autres des choses graves, c'est le bracelet électronique, vous voyez. Hein, même bon, voilà. Bon, même parfois quand c'est en récidive, etc. Ouais, le bracelet électronique. Et là, pour de simples propos,
qui n'ont débouché sur aucun crime, aucune violence, hein, ni sur les biens, ni sur les personnes. Eh bien, 1 an de prison ferme, c'est délirant. Alors je rappelle quand même les propos qu'il y avait eu, c'était au moment effectivement du Covid, et donc il avait dit, mais c'était un simple constat, on présente ça comme un appel, provocation à la commission d'un crime ou d'un délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, comme si le gouvernement actuel il défendait les intérêts fondamentaux de la nation. C'est vraiment se moquer du monde, hein, je veux dire, vraiment, voilà. Bon, et donc, parce qu'il avait dit, évoquant le mouvement des Gilets jaunes, qui déjà avait échoué en 2020, que finalement, je cite, un MI16, c'est plus efficace qu'un gilet jaune. Voilà. Hein, voilà. Des choses de ce type-là, etc. Mais c'était un simple constat. C'était pas un appel à une insurrection ou à une prise de pouvoir. C'est ridicule. D'ailleurs, si ça avait été le cas, il y aurait une exhortation beaucoup plus claire, il y aurait des gens armés, éventuellement masqués, casqués, etc. Rien de tel. Bon, voilà. C'est ridicule. C'est simplement des propos libres, comme Alain Soral peut souvent en tenir. Je veux dire, dans une vidéo, il y a un franc-parler, voilà. Bon, voilà, c'est une de ces caractéristiques, c'est ridicule. Bon, voilà. Et s'agissant de la provocation à la haine raciale, c'est parce que, en réalité, il avait évoqué le fait que dans la tyrannie sanitaire que nous avons vécue, il y avait quand même beaucoup de noms en consonance hébraïque, voilà, etc. Il avait cité ce genre de gens, il avait dit, je cite, c'est la liste de Schindler, voilà. Donc ça lui était reproché. Je rappelle quand même qu'il est condamné à un moment donné, quand même, qui n'est pas innocent. C'est quand même un moment donné où l'entité sioniste commet un génocide absolument abominable à Gaza, même l'ONU a reconnu l'état de famine officiel à Gaza, qu'il y a encore quelques jours, ils ont, violant la souveraineté du Qatar, violant toutes les règles du droit international, tué des gens au Qatar, hein, des gens du Hamas, enfin 6 personnes ont été tuées ou blessées à Doha, sans même prévenir, c'est hallucinant, quoi. Ouais. Mais ils font ce qu'ils veulent, hein, je veux dire, les sionistes, hein. Ils ont bombardé quelques jours aussi le Yémen, ils ont bombardé l'Iran, on le sait, régulièrement, j'ai de la famille au Liban Sud, ils bombardent en permanence, etc. Alors qu'officiellement il y a un cessez-le-feu, en Syrie aussi, ils n'arrêtent pas, enfin, c'est permanent, si vous voulez. Je n'ose même pas parler, enfin il faut le faire, si, de la Cisjordanie et de Gaza, parce que la Cisjordanie ne peut même pas dire qu'il y a le Hamas, hein. C'est pas le Hamas qui dirige en Cisjordanie, donc tout ça à prétexte, ce sont des mensonges, c'est abominable, hein. C'est de vouloir faire le grand Israël dans une marée de sang, et utilisant l'arme de la famine, enfin ce qui est vraiment absolument abject, et tout le lobby juif défend ça, hein. Je suis désolé. Bon, il y a peut-être quelques individualités qui sont contre, mais elles sont peu nombreuses, pas influentes, et comme je le disais, c'est comme en grammaire, c'est l'exception qui confirme la règle, hein. Moi je suis désolé, je vois ce que je vois, voilà. Et donc ce sont des génocidaires qui sont fiers d'être génocidaires, qui nous donnent des leçons, quoi, hein, et qui nous attaquent en justice, etc. C'est hallucinant, simplement parce que on n'est pas génocidaire. Alors vous voyez, finalement, ce sont les mêmes qui disent, mais avoir des doutes sur le génocide juif pendant la guerre, c'est abominable, il faut mettre ces gens-là en prison, il faut les ruiner, il faut les mettre en prison, les éliminer, ils n'ont pas le droit de citer. Donc là, on peut pas contester. Et par contre, si on dit qu'il y a un génocide à Gaza, là aussi, il faut aussi nous mettre en prison, nous, voilà, parce qu'on est anti-génocidaire. Donc, vous voyez, là, on est chez les fous, hein, je veux dire, voilà. Donc, d'un côté, on peut pas contester, on peut pas regarder de près, étudier de près, on peut pas contester, et de l'autre, on n'a pas le droit de dénoncer, hein, je veux dire, hein, ce que j'ai toujours dit, je le dis, hein, ça, il faudrait le mettre vraiment sur le fronton de vos cheminées, sur le fronton des mairies, hein, au nom d'un génocide qu'on n'a pas le droit de contester, se commet un génocide qu'on n'a pas le droit de dénoncer. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Hein, voilà. C'est un génocide cachère. Voilà. Le génocide, voilà, les Palestiniens, voilà, sont pas des Corses, des Bretons ou des Italiens qui le font. Hein. C'est le cas, je dirais de la même façon, mais c'est des gens ethniquement très marqués. Je suis désolé. Hein. Voilà, voilà, c'est la réalité. Voilà, pas de ma faute, c'est la réalité antisémite. Hein. Moi, je l'ai dit une fois à un tribunal. Moi, j'y peux rien. Voilà, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, si vous voulez, l'impudence de ces gens-là, quand même, le culot de ces gens-là, etc. Vous vous rendez compte, je veux dire, quand même. Hein, quand on voit ce qu'ils font en Palestine occupée, et en toute impunité, hein, grâce au passeport choatique, hein, je veux dire, hein, le passeport choatique, ça permet de passer partout, hein, je veux dire, voilà. Hein. Donc voilà, hein, on peut passer partout, vous voyez, hein, et regardez Trump, comme il est soumis avec les PAC, vous voyez, le puissant organisme pro-israélien aux États-Unis, sont tous des carpettes, c'est une baudruche, Trump, hein, je veux dire, quand je vois des gens, Trump, c'est une baudruche, hein, je veux dire, hein, ce qu'il a fait en Iran, ce qu'il laisse faire à Gaza, c'est monstrueux, quoi. Alors après, il peut se réclamer de la Bible, tout ça, dire qu'il est contre l'avortement. D'ailleurs, sa femme, Melania, elle a écrit un livre pour l'avortement, etc., qu'il avait vanté quand il a été élu. Donc c'est une imposture totale, ce Trump. Je suis désolé. Pas parce qu'il y a peut-être quelques mesurettes qui vont dans le bon sens, ou forcément un homme politique, sans discours qu'il fait, vous trouverez toujours quelques petites choses qui vont dans le bon sens, hein, au moins en apparence.
Mais bon, moi je vois les faits, je veux dire, voilà. Donc, quand je pense que vous avez même des prêtres traditionnalistes qui nous ont dit Trump, il va sauver l'Occident, c'est le grand bien, alors qu'il a été divorcé 3 fois, il est protestant, etc. Il a fait sa fortune dans les casinos, dans tout ça. À un moment donné, il faut arrêter, quoi, je veux dire. Faut arrêter les délires, quoi. Faut arrêter avec Canon, je veux dire, voilà. Prenons un canon plutôt que Canon, voilà, je veux dire, voilà. Bon. Les vidéos parallèles, ouais. Ah non, mais le Canon, c'est là, on a un niveau, je veux dire, même dans nos milieux, ça fait mal fou, à un moment donné. Je veux dire, là, on est vraiment à un degré de bêtise qui donne une idée de l'infini. Je veux dire, voilà. Là, c'est un complotisme en roue libre, vraiment, ouais, un peu. On peut se demander même dans quelle mesure si c'est pas fait pour finalement discréditer des gens qui se posent des questions légitimement, parce que qu'il y ait des complots, c'est évident, dès qu'il y a de la politique et de l'intrigue. Mais là, des choses, si vous voulez, aussi aberrantes, etc. Je veux dire. Quoique dans l'avenir, des manipulations de vidéos, etc. De toute façon, avec l'intelligence artificielle, on peut tout imaginer. Je veux dire, voilà. Ça, dans 10 ans, c'est un peu plus crédible, peut-être. Mais on verra. Et si vous voulez, je vois pas comment on peut être antisioniste et antisémite et être pro-Trump, quoi. Je veux dire, ça me dépasse, quoi. Alors qu'il est complètement couché devant ces gens-là. Je veux dire, bon, c'est encore pire que les démocrates de ce point de vue-là, objectivement, parce que Obama, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs, il avait quand même signé un accord sur le nucléaire iranien qui allait plutôt dans le bon sens, malgré tout. Il était quand même un peu en retrait par rapport à tout ça. Trump, c'était un désastre. Je suis désolé. Alors on me dit oui, il aurait pu bombarder plus, si on va faire des bombardements terrestres. Oui, c'est sûr, on peut toujours voir pire. Mais je constate que il a quand même laissé faire, il a même participé activement, et à Gaza, c'est abominable, quoi. Et son plan d'éradication des Palestiniens, etc., et des Gazaouis, etc., c'est une abomination sans nom, quoi. Je veux dire, voilà, je suis désolé. Et après, ça va se réclamer de l'évangile, ces gens-là, mais c'est vomir, quoi, tout ça, je veux dire. Bon, voilà. Enfin, ce qu'ils aiment, c'est de propos contre le wokisme. Il y a qu'à voir sa vie. Remarquez, c'est les mêmes qui ont fait la guerre en Irak, et les calomnies des armes de destruction massive, les calomnies des bébés koweïtiens prétendument jetés des couveuses près la soldatesque irakienne. Enfin, voilà. Il faut comprendre que depuis 1945, c'est quand même d'abord avant tout, il faut le reconnaître, le monde arabe qui est la principale victime des juifs, je veux dire, du sionisme international. Je veux dire, c'est un fait. Mais ça veut pas dire que nous on l'est pas non plus, parce que je veux dire, on peut plus rien dire aujourd'hui, tout ça. Quand vous voyez avec le bourrage de crâne choatique qu'on subit à l'école, l'éducation nationale, c'est effrayant. Vous vous rendez compte qu'encore aujourd'hui, on fait aller dans les écoles à Auschwitz, au Chrutov, au camp d'Émile, au mémorial de la Shoah, faire pleurer sur des événements qui ont eu il y a 80 ans qu'on n'a pas le droit de regarder de près, alors que finalement, eux, ils commettent un génocide à Gaza, quoi, en direct, parfaitement documenté, même l'ONU le reconnaît, mais il faut dire que l'ONU... C'est carrément lunaire quand on y pense. C'est lunaire quand on y réfléchit, on vit chez les fous, quoi, je veux dire. Bon, et l'ONU, remarquez, l'ONU est mal placée, parce que je veux dire, elle dit qu'il y a un génocide, certes, mais je veux dire, c'est quand même l'ONU qui a imposé le sionisme en Palestine, Il y a eu un partage, soit on a déjà demandé l'avis des Palestiniens en 47, il y a l'autre de l'ONU, et puis l'ONU n'arrête pas de rajouter dans le dôme de l'Holocauste, l'enseignement de l'Holocauste, tout ça, ils ont les conséquences de ce qu'ils font, puisque l'Holocauste, c'est ce qui leur permet effectivement de faire ce qu'ils veulent, je veux dire, Holocauste, Shoah égale impunité totale pour Israël. D'ailleurs, ça c'est vrai que plusieurs fois Netanyahou, ce monstre, ce boucher, cette abomination, a été plusieurs fois au mémorial de la Shoah pendant la guerre pour dire, démoniser les Palestiniens, évoquer les enfants de lumière que seraient les Juifs évidemment contre le peuple des ténèbres que seraient les Palestiniens et au fond tous les autres, ceux qui leur sont pas soumis. Voilà. Bon, je veux dire, il serait dans la présence de la Shoah, quoi. Je veux dire, voilà. Donc c'est pourquoi on comprend très bien que le combat politique est central et le combat révisionniste est central. Et d'ailleurs, je voulais rendre hommage grand monsieur qui est mort fin juillet, l'ancien avocat de la bande Abadher, Horst Mahler, qui est mort à 89 ans, qui a été amputé en prison, qui a fait 10 ans de prison ferme pour révisionnisme, et qui ne s'est jamais renié, qui n'a jamais faibli ni trahi, et je crois que c'est le deuxième après Wolfgang Fröhlich, qui est resté 15 ans, un Autrichien, qui est resté 15 ans en prison, lui aussi sans se renier, c'est magnifique, 15 ans, et Horst Mahler 10 ans. Il faut savoir qu'il avait demandé l'asile politique à la Hongrie, d'Orban, etc., et Orban a refusé, et là il a remis aux autorités allemandes, faut le savoir ça. Donc j'ai envie de Orban c'est un ami de Netanyahou, voilà, donc faut savoir à qui on a affaire, quoi. C'est toujours du nationalisme, tout ça, voilà. Bon, et donc en l'occurrence, moi j'avoue que j'ai une grande admiration pour tous ces révisionnistes qui ont fait des années de prison, simplement, ce qui est une forme de torture, abominable et tout ça, c'est une forme de martyr, faut dire ce qui est, tout simplement parce que leurs travaux, leurs conclusions ne concluaient pas avec l'histoire qui nous est imposée, finalement, imposée par les vainqueurs et imposée par ceux qui nous dominent, nous tympanisent et nous tyrannisent. Alors, un mot également à répercussion internationale, l'air de rien, donc le LGBT au Vatican avec ce jubilé de 2025, sous l'égide un peu de le fameux Léon XIV et tout ça. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ces images, entre autres?
On va toujours plus loin dans l'horreur, mais je crois que on ne peut rien comprendre à ce qui se passe à Rome, à ce qui se passe au Vatican. Depuis maintenant plusieurs décennies, en gros au fond depuis Vatican II, depuis la mort de Pie XII, mais c'est de pire en pire évidemment d'année en année, ils vont toujours plus loin, hein. Ils se déguisent de moins en moins si j'ose dire. Eh bien, la Sainte Vierge avait tout dit à la Salette, hein. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist, c'est très clair. Et il y a aussi l'exorcisme de Léon XIII, sa version intégrale et initiale, qu'on oublie souvent, qui est presque encore plus claire, si j'ose dire. Là où fut institué le siège du bienheureux Pierre et la chaire de vérité, là, ils ont déposé le trône de l'abomination dans l'impiété, en sorte que le pasteur ayant frappé, le troupeau sera dispersé. C'est clair et net. Je veux dire, voilà, hein, là, il y a le siège de Pierre, ils ont mis le trône de l'abomination dans l'impiété. Voilà, c'est très clair. Les gens qui disent, mais ça ne concerne pas la papauté, ça ne concerne pas le siège de Pierre, ça ne concerne pas... Si, c'est en toutes lettres. Donc les gens sont malhonnêtes, hein, les gens qui disent ça, ou ignorants ou malhonnêtes. Hein, voilà. Hein, et la plupart des organisations, et là je suis désolé, je vais encore dire quelque chose, pas me faire que des amis, mais la plupart des organisations traditionnalistes en France, en Europe et dans le monde aujourd'hui, elles n'existent que pour justifier la pseudo-légitimité de ces imposteurs, de ces usurpateurs de Jean 23 à Jean 14, quoi, voilà. Hein, puisque chez certains, il faut être carrément rallié, chez d'autres, il faut reconnaître comme vicaire du Christ ces gens-là, hein, alors que ce sont des suppôts de Satan, hein, sortis de l'enfer, quoi, je veux dire, voilà. Bon, faut penser que ce qu'ils font, je veux dire, au Moyen-Âge, on a des périodes de grande foi, mais je veux dire, pour 10 fois moins, on les aurait mis au bûcher, hein. Non, mais je veux dire, faut dire les choses telles qu'elles sont, faut voir les abominations qui sortent et qui font, je veux dire, voilà, et c'est tous les jours, c'est permanent, quoi, voilà, hein. Donc, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une période de la foi, une période des principes qui est effrayante, quoi, hein. Que fait-on de l'honneur de notre Seigneur, du Christ, de la Sainte Vierge, enfin, je veux dire, voilà, la foi est quand même très faible, il faut dire qu'on s'habitue à tout. Je me rappelle, le premier assise en 86, ça avait quand même un peu choqué, là maintenant, ils en font quasiment tout le jour. Juste chez les conciliaires, voilà, vrai, oui, oui. Même certains conservateurs, et maintenant, ça passe comme une lettre à la poste, c'est tout, je veux dire. C'est comme la première chose dans le sens de l'homosexualité officielle de Bergoglio, François, etc. Il y avait quelques petites réserves ici ou là, notamment en Afrique et tout ça, et maintenant, regardez quelles sont les réactions. Alors, il faut dire ce qui s'est passé, en fait, hein. Donc, là, cette année, c'est l'année sainte, hein, l'année jubilaire, bien. Et donc, un groupe officiellement LGBT, hein, a été officiellement accepté au Vatican. Il a passé d'ailleurs la porte de l'année sainte à la basilique Saint-Pierre. On voit des photos où ils sont dans des tenues abominables. Le crucifix était recouvert du drapeau arc-en-ciel, ce qui est un blasphème épouvantable. Ah, ils avaient tout était arc-en-ciel, hein. Et il y a eu une pseudomesse qui a été faite par le vice-président de la conférence épiscopale italienne, dont le nom m'échappe, enfin ça n'a aucune importance, et bon, qui a fait une apologie, hein, de ce qu'ils sont, en disant qu'ils avaient été persécutés dans le passé, ce qui est contraire à l'évangile, au catéchisme, à l'Ancien et au Nouveau Testament, à tout ce qui a été dit toujours dans l'Église, et à ce que disent d'ailleurs la plupart de toutes les religions, toutes les spiritualités encore officiellement dans le monde. Voilà, donc là, on est dans une inversion satanique, hein, voilà, inversion satanique. Bon, mais c'est vrai là-dessus, on l'a avec la Pachamama, avec Bergoglio, enfin, la liberté religieuse. C'est pas on les accepte en disant c'est un péché, il faut lutter contre. Ah non, c'est au contraire, on promeut le vice, quoi. En tant que tel, en tant que tel, on les accueille officiellement, voilà. Ce qui prouve que d'ailleurs on n'a pas de souci de leur âme, hein, et qu'on croit pas, finalement, on croit plus en l'enfer, on croit plus. Donc ça n'est pas rien. charitable, là. Non, ça n'est pas la vraie charité. Non, donc voilà, l'abomination de la désolation dans le lieu saint, Matthieu 24, c'est ça. C'est pas que ça, mais c'est ça. Voilà, on en arrive à des choses. C'est criant. Oui. Voilà, c'est criant. Là, on peut pas dire. Mais vous avez encore des gens. Moi, j'en discutais avec des gens qui me disaient oui, mais finalement, là, ça, parce qu'en plus, Léon XIV, il les a reçus. Il les a reçus officiellement. Il a reçu, c'est dans le pèlerinage officiel, il a reçu James Martin. Il les a reçus, il reçoit fin octobre We Are Church, qui est un groupe aussi LGBT, là, très officiellement au Vatican. C'est prévu sur l'agenda officiel. Donc, c'est même pas quelque chose en catimini. C'est officiel. C'est au même moment où on interdit les remesses traditionnelles, hein, etc. Je veux dire, enfin, où on veut l'interdire, vous voyez. Bon, enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant. Et donc, il faut continuer à considérer que ces gens-là, je veux dire, c'est le vicaire du Christ, ce que Sainte Catherine de Sienne appelait le doux Christ sur la terre, pour parler du pape. Je veux dire, voilà, il y a un moment donné, voilà, c'est quand même effrayant, quoi, je veux dire. Ouais. Mais l'esprit humain est très habile pour essayer de ne pas voir la vérité en face. Il est vrai qu'il y a une forme de vertige dans la situation présente, mais on a été prévenu à la Salette par la Sainte Vierge, on a été prévenu dans l'exorcisme de Léon XIII, on est prévenu dans le Nouveau Testament, tout ce qui concerne l'Antéchrist, la deuxième épître aux Thessaloniciens, le livre de Daniel, l'abomination de la désolation dans le lieu saint, Matthieu 24, bon, voilà, tout ce qu'on peut écrire aussi des pères de doctrine de l'Église. Et évidemment, il faut réfléchir, il faut lire, il faut étudier, voilà. Et puis il faut surtout accepter de voir la réalité telle qu'elle est, hein, non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Je rappelle Bossuet qui disait que il n'y a
pire dérèglement de l'esprit, c'est violent. Il n'y a pire dérèglement de l'esprit que de voir la réalité, non pas telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, alors les uns, ça va être effectivement, oui, bon, mais il n'est pas infaillible et tout ça. Enfin, je veux dire, de quoi prend le temps? C'est quoi le pape? C'est quoi l'Église? Donc, c'est une religion purement humaine qui peut se tromper sur tout, qui peut canoniser des saints qui sont pas des saints, qui peut édicter des rites qui font perdre la foi, qui sont des poisons pour la foi, qui peut promouvoir des gens LGBT et tout ça, etc. Sans aucune réserve, au contraire, non seulement les accueillir, mais les féliciter, peut-être de faire ce qu'ils font, qu'ils continuent à faire ce qu'ils font, tout ça. C'est ça l'Église catholique, c'est l'Église de Jésus-Christ, mais c'est monstrueux de penser ça. Je veux dire, bon, voilà. Quoi voulez-vous que, si on pense ça, comment voulez-vous que les gens ne prennent pas la foi après? Je veux dire, bon, forcément, je veux dire, à un moment donné, enfin, je veux dire, c'est ridicule, quoi, de penser ça. Et donc, on a encore à vous dire, finalement, il y a encore des gens, oui, mais quand même, il n'y a pas les 4 conditions d'infaillibilité, etc. Je veux dire, ou finalement, oui, il est quand même peut-être pas matérialitaire, c'est légitime du conclave, etc. Voilà, peut-être que si se convertit, ou si une pratique se convertit. Non, mais de quoi prend le temps? Je veux dire, là, on est chez les fous, quoi. Je veux dire, enfin, il y a un moment donné, il faut voir la réalité en face. On en est là, quoi, encore. On en est là, je veux dire. Hein, alors que la Sainte Vierge dit, hein, elle se mâche pas ses mots, la vérité, elle est toujours radicale, hein, je dirais, avec les renettes, hein, voilà. Rome perdra la foi et dira le siège de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est pas un peu matérialitaire, hein. Je suis désolé, hein, je veux dire, bon, voilà, hein, c'est l'Antéchrist. Voilà, donc voilà. Allez, on a un système antéchristique, le système conciliaire, moderniste, c'est un système antéchristique. Voilà. Donc là, je trouve que continuer à dire des choses comme ça confine nos péchés contre l'esprit. Hein. Je suis désolé, je veux dire, voilà. Hein. Et on impose ça dans les séminaires, quoi, etc. Donc les uns reconnaître, donc soit une légitimité totale, soit une légitimité partielle, etc. Moi, je veux rien avoir avec ces gens-là. Je veux dire, je suis désolé, hein. Rien. C'est vrai, hein. Oui, Vatican II a créé une nouvelle religion et une nouvelle église. Bien sûr, c'est une contre-église œcuménique, on le voit tous les jours. Hein. Elle a tout changé, elle a changé le rosaire, elle a changé les rites, elle a changé. J'ai fait des articles là-dessus, il y a d'autres qui ont fait bien mieux que moi, mais je veux dire, voilà, donc c'est hallucinant, si vous voulez. J'en parle assez peu parce que Riborol est d'abord avant tout un journal politique, mais le problème c'est que si vous voulez, il y a quand même des conséquences, si vous voulez. Et on en est là, quoi. Je veux dire, on est 60 ans après Vatican II, et on va encore se dire, ah oui, ils sont quand même, c'est quand même les vicaires du Christ, ou peut-être que c'est, ou on sait pas, on peut pas trancher, ou si ça l'est probablement tout ça. Mais qu'est-ce qu'il leur faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Il faut qu'ils se déguisent en Satan. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Faut qu'ils mettent une corne. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, quoi, je veux dire, hein? Faut que ce soit le cornu comme Sébastien. Bon. Non, mais il y a un moment donné, si vous voulez, on est quand même aux 60 ans de Vatican II et on voit les conséquences. Il pourrait y avoir bientôt peut-être sur 10, 20, 30 ans, une papesse matérialitaire. Tout à fait, exactement, c'est ce que je me dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce qu'ils veulent aller vers le sacerdoce féminin, vers le diaconat. Moi, je suis convaincu que ça finira par arriver, sauf si le bon Dieu. Faut laisser quelques temps. Si la fin de la récréation avant, mais c'est la logique de toute façon de Vatican II. On y va tout droit. Et donc, dans ce cas-là, il y aura une papesse matérialitaire où il faudra enlever les votes féminins, etc., garder les votes masculins pour s'il y a une majorité des 2/3, etc. Vous voyez bien que le refus de voir la réalité en face, à quelle aberration ça conduit, quoi, si vous voulez. Hein. Et c'est des gens souvent qui ont fait ça, qui ont fait des théologies, de philosophie, tout ça, et on nous présente ça, c'est quand même effrayant, quoi. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on veut mettre la crise de l'Église en équation, et donc quand la réalité rentre pas dedans, eh ben on découpe la réalité, quoi. Je veux dire, on la transforme. Hein. Et malheureusement, je suis désolé de le dire, mais la plupart des organisations traditionnalistes en France et dans le monde, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est triste à dire, c'est triste à dire. C'est là qu'on voit que la crise elle est quand même profonde. Mais il est vrai de toute façon que quand on peut faire confiance à Rome, de toute façon, les brebis sont dispersées. On peut faire confiance à personne, hein, c'est le problème. Donc c'est pas étonnant puisque ceux qui avaient l'infaillibilité, c'était effectivement le pape, un vrai pape, quoi, etc. C'est évident. Voilà. À partir du moment où, je rappelle quand même la haute vente au 19e siècle, on a besoin d'un pape qui marche selon nos vues, une révolution en mitre, anti-art et tout ça. Bon, c'est ce qu'on a depuis Vatican II. Enfin, les gens qui veulent pas voir les choses en face, et on est à se demander finalement s'il faut se rallier, s'il faut essayer de trouver un accord, à mon Dieu Vivendi, avec ces bandits, avec ces assassins de la foi, de la morale et tout ça, des LGBTistes, des dépravés, des gens, enfin, je veux dire, c'est abominable, quoi. Voilà, on en est. Il faut bien comprendre que Vatican II, c'est une recrucifixion de notre Seigneur, quoi, je veux dire. Hein. Il a été mis en croix il y a 2000 ans, et c'est la même chose, et c'est même pire en un sens, parce que nous, on a 2000 ans de christianisme derrière nous. Hein. Donc c'est une trahison qui est encore plus effrayante, quoi, je veux dire, qui est encore plus abominable, voilà. Donc voilà. Et donc, donc si vous voulez, ce qu'on vit est absolument effrayant, quoi, je veux dire. Et on en est encore, à se dire finalement, oui, mais voilà, c'est pas une question qui est importante, oui, c'est quand même, quelque part, c'est quand même l'Église quand même, bon, après tout, je veux dire, bon, il n'est pas infaillible dans ce domaine-là, bon, oui, il est quand même matérialitaire, tout ça. Moi, j'avoue que, je vous dis franchement, mais moi, ça m'insupporte à un niveau, j'ai du mal à garder mon calme, si vous voulez, parce que, si vous voulez, vous avez une telle évidence, si vous voulez, qu'on a affaire à des antéchrists, quoi, je veux dire, à affaire à des démons, vraiment, voilà, bon, et qu'on en arrive encore,
par une conception vraiment trop euclidienne de l'Église, trop cartésienne, et qui ne voit pas quand même que l'Église, c'est quand même d'abord une réalité mystique, et qu'il faut quand même pas oublier que c'est notre Seigneur qui la dirige. Hein. Le vrai chef, le chef invisible de l'Église, c'est le Christ. Hein. Voilà. Donc comment c'est compatible avec ce qu'on voit et ce qu'on vit et tout ça? Parce que là, c'est pas une question d'impeccabilité. Un papa infaillible peut ne pas être impeccable hein, dans sa vie privée, dans certains jugements privés, etc. Ça, c'est une chose. Mais là, ce qu'on a à faire, ça n'a rien à voir avec ça. Là, on a affaire à une abomination en son nom, et c'est pas une fois. Et c'est public, et c'est tous les jours, et c'est tout le temps. Hein, et ça va toujours plus loin. Hein. Alors c'est sûr, après, Léon XIV, voilà, il va dire, il faut respecter les formes traditionnelles de piété, il sera correctement habillé, il saura bien faire le signe de croix, tout ça, mais c'est encore pire finalement, je veux dire, c'est l'horreur. Et à côté de ça, on a le LGBT, hein, voilà, c'est marqué, Saint-Bédis le disait bien, hein, je veux dire, hein, vous les modernistes, vous lisez une page, etc., ça, on croit que c'est un catholique, vous lisez la page d'à côté, on voit que c'est un rationaliste, voilà, mais c'est encore pire, c'est encore 100 fois pire que du temps de Saint-Bédis, si vous voulez. Là, on a affaire vraiment à des monstres, quoi. Et ça, si vous voulez, ça montre qu'il y a une perte de substance de la foi, voilà, il y a une foi trop faible et tout ça. Finalement, dans l'évangile, ce que reproche souvent le Christ à ses apôtres, à beaucoup de personnages qu'il rencontre et tout ça, c'est leur manque de foi. Et au contraire, il félicite les gens qui ont la foi. Hein, il fait des miracles pour comment dirais-je, précisément parce que justement des gens ont la foi et qu'il est touché par cela, ou pour augmenter leur foi, etc. Voilà. Bon, mais c'est la foi le plus important, c'est évident. Bon, voilà. Et donc, bien sûr, la foi avec les œuvres, ça va sans dire. Mais là aujourd'hui, c'est quand même assez catastrophique ça. Et je pense que le problème, si vous voulez, c'est que les gens qui sont capables de voir la réalité en face, même quand elle est terrible, et d'aller jusqu'au bout hein, d'une conviction, d'une idée, c'est très rare. Alors, on l'a bien vu, le mariage pour tous et tout ça, ils ont tous, même les mères qui défilaient une fois dans leur mairie, finalement ils ont marié des lesbiennes, des avertis. Oui, Bompard avait délégué, je me commencé souviens. Par Bompard et d'autres et tout ça. Et Bompard, ça va être le pire. Hein. Et voilà, on en est, quoi. Voilà. Largement. Donc comment voulez-vous qu'on gagne des batailles? Mais ça, Bradanos, de Rumont le dénonçait déjà au 19e siècle, etc. C'était déjà vrai. Alors c'était beaucoup moins grave qu'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça n'allait pas aussi loin qu'aujourd'hui, évidemment. Mais déjà. Mais déjà, on le dénonçait. Et voilà, on en est aujourd'hui, si vous voulez. Voilà, on en est. On accepte tout, quoi. Je rappelle aussi une phrase de Saint-Augustin qui dit à force de tout supporter, on finit par tout accepter, à force d'accepter, on finit par tout justifier. Et c'est exactement ce qu'on vit, quoi. Aujourd'hui, on justifie l'innommable. Hein, on justifie l'innommable, bon. Et donc c'est dramatique, voilà. Donc là, en l'occurrence, comment qu'on me démontre que Léon XIV est le vicaire du Christ, quoi. Hein. Mais s'il est le vicaire du Christ, s'il est le chef de l'Église catholique, qu'est-ce que l'Église catholique? Qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ? Je veux dire, quand on y réfléchit, c'est abominable, c'est blasphématoire de prétendre ça. Il faudrait que les gens réfléchissent un peu. Voilà. Et donc, c'est pas simplement une histoire d'encens et de latin, hein, je veux dire. Hein. Si j'en ai de l'encens, de latin et de beaux ornements, mais que je veux dire, on est en communion avec Léon XIV, qu'on le reconnaît comme le vicaire du Christ, ça, je rappelle quand même qu'il est dit dans le canon de la messe, en communion, même si on le traduit autrement, peu importe, c'est quand même pour votre serviteur, notre pape Léon. Ah, voilà, c'est pas le nom de Bruxelles, c'est voilà, en communion, voilà. Et bien, même si on dit que c'est prié pour, de toute façon, ce sera lui-même, hein, pour votre serviteur, notre pape. Donc on le reconnaît comme le vicaire du Christ et comme le serviteur de Dieu, alors qu'il est le serviteur du démon. Donc je suis désolé, c'est quand même gravissime quand on y réfléchit. Bon, je veux dire, voilà. Bon, donc là, si vous voulez, ça me dépasse, si vous voulez, voilà. Donc et je comprends pas que 60 ans après, quand on voit où on en est encore à ergoter, quoi, voilà, à être dans des arguties. Moi, j'avoue que je manque probablement de maîtrise, mais moi je dois dire que j'ai beaucoup de mal à garder mon calme, voilà, dans cette situation. C'est comme analysé à partir du Talmud. C'est comme les gens qui me défendent Marine Le Pen, j'ai beaucoup de mal, quoi, je veux dire. Moi, je vois qu'elle a tout trahi, ils en sont à voter la Constitution, ils ont le droit à l'avortement, hein, qu'elle en a fait un lupanar pédérastique de son parti et tout ça, enfin, je veux dire, qu'elle est complètement soumise à la synagogue, hein, avec Baradella, tous ils ont été encore au mur de la lamentation avec Marion Maréchal qui vaut pas mieux, tout ça, etc. Voilà. Et c'est ces gens-là qu'il faudrait aimer, qu'il faudrait estimer, qu'il faudrait défendre. Ah non, plutôt tout perdre. Ah non. Bien. Parce que moi, j'étais pas prévu de m'emballer un peu comme ça. Ah, vous avez sorti la mitraillette, en effet. Voilà. Peut-être concluons sur le fait d'appeler les lecteurs, les potentiels lecteurs à s'abonner. Écoutez, si vous voulez avoir une parole authentique, que vous soyez d'accord ou pas, ça c'est la liberté de chacun, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même, je pense que vous le sentez, une certaine sincérité, une certaine honnêteté.
les difficultés que nous avons rencontrées... Originalité et radicalité aussi. Elles existent toujours, mais elles ont, grâce à vous savez, je voudrais remercier d'ailleurs tous les gens qui nous ont fait des dons, hein, des petits dons, des gros dons. Je voudrais vraiment les remercier parce que je l'ai fait souvent dans Rivarol en version papier numérique, mais je ne l'ai pas fait en vidéo. Là, je veux vraiment le faire parce que depuis quand même fin avril, début mai, qu'on a lancé cette campagne, il y a eu une mobilisation exceptionnelle, que ce soit des petits ou des gros dons ou des dons moyens. Vraiment, je remercie, surtout que souvent accompagné des mots très gentils, très émouvants, hein, qui vraiment nous font chaud au cœur et qui nous donnent encore davantage de volonté de nous battre. Donc vraiment, merci à tous, hein, merci infiniment à tous pour tous les dons que vous avez faits, pour les abonnements, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont abonnés, qui ont abonné de la famille, des tiers, des amis, tout ça. Merci infiniment. Continuons encore à le faire parce qu'il nous manque environ 20-30 000 euros pour terminer l'année et commencer la suivante. Hein. C'est beaucoup moins que ce qui nous manquait au printemps, mais c'est encore un petit peu juste. Abonnez-vous, abonnez des amis, et puis... Il y a une vraie communauté Rivarol. Oui, tout à fait. Ça fait plaisir. J'en suis très heureux, et je crois qu'il y a quand même une certaine liberté des rédacteurs, du courrier des lecteurs, et je pense qu'il y a quand même une certaine sincérité quand même, je crois. Et puis on essaye malgré tout, je suis pas sûr qu'on y prévienne toujours, mais qu'on essaye quand même de défendre aussi la beauté, la grandeur de la langue française, hein, qui aujourd'hui est quand même mise à mal, et on essaye sans doute très imparfaitement de la défendre et de l'honorer. Mais en tout cas, je crois que ce qui est très important, que vous approuviez ou non toutes les positions de Rivarol, ça n'est pas le plus essentiel, c'est que... En sachant qu'il y a des auteurs variés d'ailleurs. Tout à fait, il peut y avoir des nuances, mais qu'en tout cas puisse se poursuivre cette belle aventure de presse, quoi. Parce que je crois qu'aujourd'hui, une presse véritablement d'opinion, vous n'en avez plus. Hein. Nous, on n'est pas du tout subventionné, non seulement on n'est pas subventionné, on n'a jamais été. Plutôt en plus, on nous enlève même la commission paritaire, on nous fait des procès. Là, j'en suis à 10 ou 12 procès, quoi, actuellement, ça n'arrête pas. D'ailleurs, ils l'ont dit, un certain nombre de sites juifs, évidemment, qu'ils feraient tout pour essayer de nous faire disparaître et tout ça. Donc, nous n'avons que vous, finalement, voilà. Nous n'avons que vous, mais je crois que les gens qui ont quand même, me semble-t-il, l'amour de la vérité, de la sincérité, de l'honnêteté intellectuelle, et puis simplement aussi aussi l'esprit polémique et pamphlétaire, qui a été quand même une grande tradition française, eh bien je crois que je vous invite tout simplement, hein, je le dis en toute simplicité, à nous aider, voilà, par des abonnements, voilà. Je crois qu'on mettra les liens sous la vidéo pour s'abonner sur rivarol.com, il y a tous les types d'abonnements, papier, numérique, à frais des dons, notre association, voilà, petits ou grands, les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais je veux dire, aidez-nous, c'est pour nous vraiment très salutaire, et en plus, même d'un point de vue psychologique, c'est très important, puisqu'on doit célébrer, on doit souffler nos 75 bougies en janvier, oui, dans 4 mois. Donc aidez-nous à souffler 75 bougies. Merci à tous et à très bientôt. À très bientôt.